Super, bien, merci beaucoup. Merci tout le monde pour votre présence et les belles présentations que j'ai pu voir ce matin. C'est sûr que ce que je vais vous présenter est un peu plus loin du domaine de la neige en tant que tel, plus terrain. C'est plus dans le contexte de comment on peut améliorer nos prévisions hydrologiques long terme, en fait, en utilisant les outils de nos modèles hydrologiques, entre autres les stocks de neige. Comment on peut utiliser ça pour améliorer nos fiabilités, la fiabilité de nos modèles hydrologiques. Donc, ça va être un peu par la bande qu'on va parler de la neige, mais j'espère que ça va être intéressant quand même pour plusieurs d'entre vous. Donc, les travaux que je vous présente, c'est des travaux qui sont quand même pas récents. Ça a été publié il y a quelques années, donc il y a même quelques personnes dans la salle ici qui l'ont déjà vu, cette présentation-là, mais je pense que c'est encore d'actualité. Donc, j'espère que vous allez l'apprécier. Donc, c'est en collaboration avec Rio Tinto, donc c'est un projet Rio Tinto avec l'Université Laval là, au département de mathématiques. Là, partager, bon voilà. Donc, le problème auquel on fait face, c'est qu'en termes de production hydroélectrique, c'est nécessaire d'être capable de prévoir les débits à long terme. Donc, on ne parle pas juste de prévision court terme, mais vraiment à long terme, les volumes d'apport au réservoir hydroélectrique. Et donc, il faut se commettre souvent d'avance, assez longtemps d'avance. Donc, par exemple, si on veut être capable de bien optimiser la gestion du réservoir, mais idéalement, même à partir de janvier, il faudrait être capable de prévoir les apports qui sont à venir dans le réservoir. Ce n'est pas évident à faire, étant donné toute l'incertitude qui existe dans le processus de neige future, donc de cumul de neige future, mais aussi d'observation de la neige actuelle. Plus la saison avance, mais plus l'équilibre de la source d'incertitude va balancer d'un à l'autre. Évidemment, quand on gère des centrales hydroélectriques, on veut éviter les déversements. Okay? Donc, on ne veut évidemment pas déverser de l'eau, c'est du gaspillage, mais on ne veut pas non plus manquer d'eau. Donc, c'est encore pire. Donc, si vous arrivez avec une centrale qui est vide, le réservoir complètement vide, ce n'est pas une bonne journée au bureau. Fait qu'il faut essayer d'optimiser tout ça en sachant qu'il ne faut pas aller dans aucun des deux extrêmes. Si les niveaux sont trop élevés, lorsque la crue embarque, lorsque la crue démarre, et bien là, on va avoir un problème de surplus d'eau, il va y avoir des déversements, ce qui veut dire qu'on n'aura probablement pas optimisé le système, il va y avoir beaucoup de gaspillage. Aussi, si les niveaux sont trop faibles, bien, ça se peut qu'on manque d'eau tout simplement, donc on va tomber en défaillance et ça, c'est pas acceptable. Donc, on va voir typiquement, là, l'hiver, on a un stock d'eau dans le réservoir, puis plus la saison avance, plus le stock d'eau va diminuer jusqu'au moment où on a le point bas lorsque la crue embarque et le réservoir va se remplir à nouveau. Donc, c'est ce qu'on vise, on essaie d'optimiser ce processus-là. Mais pour y arriver, ça nous prend de l'information sur ce qui est à venir dans le futur. Donc, le premier problème qu'on a, c'est que les prévisions météorologiques ne sont pas très utiles au-delà de 2 semaines. Bon, il y a les produits S2S, on commence à avoir un petit peu d'informations, mais on doit être capable de prévoir des mois à l'avance, puis ça, on n'est pas encore vraiment rendu là. Le deuxième problème, c'est qu'en hiver, la neige au sol et la neige à venir, c'est les principaux facteurs qui permettent de déterminer les volumes de fonte. Donc, il faut qu'on soit capable d'améliorer nos mesures terrain le plus précisément possible. Bon, là, avec l'atelier neige, on voit qu'il y a toutes sortes d'approches, toutes sortes de méthodes qui sont super intéressantes qui pourraient aider cet aspect-là. Le troisième problème, encore une fois, qui est en lien avec ce qu'on voit avec l'atelier, c'est que mesurer la neige, c'est difficile, ça peut être très coûteux, puis il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça, surtout quand on considère les échelles spatiales. Et puis, le quatrième problème, c'est qu'en raison d'incertitudes, il faut qu'on prenne des décisions de gestion centrale dans le contexte d'incertitude. Bon, il faut prendre une décision, il faut se commettre, il faut qu'on mette une valeur là, sur les turbines, puis il faut le faire aujourd'hui, sachant pas ce qui s'en vient dans les 6 prochains mois. Okay? Donc, normalement, on travaille dans un contexte probabiliste, on va essayer d'optimiser le problème d'une manière probabiliste. Donc, pour ceux qui ne sont pas des prévisionnistes dans la salle, un petit tour vite sur comment ça fonctionne. Donc, le premier problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de sources d'incertitude. Donc, la météo, toute la météo à venir, c'est une source d'incertitude. Les états initiaux sont incertains. La structure des modèles qu'on va utiliser, les paramètres qu'on utilise pour nos modèles hydrologiques, évidemment, c'est toutes des sources d'incertitude. Donc, on fait des prévisions probabilistes et chaque membre de ces prévisions-là, chaque membre de la prévision ensembliste est considéré comme étant équiprobable. Donc, on dit il y a un pourcentage de chance, on va prendre des prévisions, par exemple, prévisions météo ou des prévisions climatologiques. Donc, on réutilise la climatologie, puis on va supposer que chacun de ces ensembles-là probabilistes est équiprobable, autant de chances de survenir qu'un autre. Cependant, il faut évidemment que chacun de ces membres-là soit représentatif de la réalité. Donc, doivent être
quand même, pas juste, on ne peut pas juste lancer au hasard là, des prévisions, il faut que ce soit réaliste. Donc, dans une situation idéale, on aurait des états initiaux qui sont parfaitement connus, on aurait de la météo parfaitement connue aussi, jusqu'à la durée qu'on a besoin. Et puis, ultimement, la réponse que notre modèle nous donnerait, ce serait une prévision hydrologique qui serait parfaitement estimée, on aurait le volume exact, tout le monde serait content, puis je n'aurais pas de job. Donc, c'est pas ça qui se passe. Donc, dans la pratique, ce qu'on va observer souvent, c'est que lorsqu'on modélise des systèmes, bien, on enlève un peu, on enlève des sources d'incertitude et puis on simplifie les processus, ce qui fait en sorte que bien, lorsqu'on fait la prévision, on a nos états initiaux, on essaie de mettre un peu d'incertitude là-dedans. Et puis, la séquence en vert, c'est ce qui va réellement survenir. Puis, on a notre incertitude sur les prévisions hydrologiques, donc toutes nos petites flèches rouges, c'est notre prévision. On dit on tombe environ dans cette zone-là, puis ça se peut qu'on la manque. Parce qu'on n'a pas assez de bruit, on n'a pas assez de variabilité, on ne respecte pas tous les processus, on n'intègre pas toute cette information-là. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller une étape plus loin, c'est d'essayer de grossir ce cercle-là. Okay? Donc, on essaie d'améliorer la cible pour qu'on soit le plus fiable possible, pour que nos prévisions englobent bien et statistiquement, de façon assez réaliste, ce qui pourrait réellement survenir à l'avenir. Donc, en ayant ces propriétés-là, c'est ce qui fait en sorte qu'on va avoir, des prévisions d'ensemble qui vont avoir des statistiques qui sont raisonnables et qui sont utiles pour la prévision hydrologique pour la gestion des centrales hydroélectriques. Okay, donc, dans ce cas-ci, on est content. On trouve qu'ils sont réalistes. Évidemment, si on met des flèches trop grandes un peu partout, mais là, on peut avoir des flèches, on peut avoir des prévisions qui sont totalement irréalistes. Je pourrais facilement améliorer la variance en disant, bien, je vais mettre un membre égal à 1 million de mètres cubes par seconde pendant 6 mois. Évidemment, je vais définitivement englober ce qui va réellement se passer, mais ce n'est pas ça le but. Là. Ce ne sera pas un scénario réaliste. Donc, si on parle de prévisions à long terme, donc on va utiliser des prévisions climatologiques. Donc, au lieu de prendre la météo prévue par un modèle météo, un modèle numérique, on va utiliser la climatologie. Donc, on prend les séquences d'observation du passé, puis on les réutilise. Par exemple, aujourd'hui, pour faire une prévision de 6 mois, dans les 6 prochains mois. Et puis, je prendrai la météo du 14 mai 1954, 55, 56 pour les 6 prochains mois. Et je roule mon modèle hydrologique avec cette climatologie-là, avec cette météo-là. Donc, on roule notre modèle hydrologique. Il y a des états initiaux pour une date. Là, dans ce cas-ci, j'ai pris le 1er janvier 2015. Et puis, donc, on va rouler le modèle. Puis là, ici, c'est écrit 30 janvier. En fait, c'est plus 30 juin, pardon. Et donc, une simulation de 6 mois. Et puis, ce que ça fait, bien, pour chacun de ces membres-là, lorsqu'on roule le modèle hydrologique, à cause de la météo qui varie, bien, on est capable d'avoir différentes traces. Donc, on produit notre ensemble. Dans ce cas-ci, on a 61 années, mais on a 61 traces dans notre ensemble prévisionnel. Et là, comment on fait pour valider que notre prévision elle est effectivement bonne ou réaliste? Bien, faire une prévision, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on fait, c'est que pour chacune de ces prévisions-là, donc dans le cas précédent ici, par exemple, le 1er janvier 2015, je vais répéter l'exercice avec le 1er janvier 2014, puis 2016, puis 2017, puis 2018. Je vais répéter ça pour chaque année que j'ai dans mon historique. Ça va me permettre de bâtir un historique prévisionnel pour voir à quel point j'étais bon là, sur un certain nombre d'événements. Et ce qu'on utilise pour valider ça, bien, on va utiliser ce qu'on appelle les diagrammes de Talagram. Et ça, c'est une façon de mesurer la fiabilité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va regarder dans notre ensemble prévisionnel, on va regarder le volume cumulatif sur 6 mois de chacun de ces membres-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre observation de débit sur ces 6 mois-là, en mode hindcasting. Où est-ce qu'il tombe en rétro-prévision? Où cette observation-là tombe dans mon ensemble prévisionnel. Et donc, dans ce cas-ci, par exemple, bien, je tombe dans le 83e percentile. Bon, parfait. On prend cette information-là. Puis ensuite, on répète le même exercice pour 1er janvier 2016, 2017, 2018, etc. Et avec ces différentes valeurs de percentiles-là, on peut les tracer dans un histogramme. Donc, on les place par petite boîte de 10. Donc, si je tombe de 0 à 10e percentile, je vais mettre un point, un membre dans cette boîte-là. Et on construit notre histogramme comme ça. Et ça va permettre de construire le diagramme de Talagram. Et donc, chaque percentile est reporté dans cette boîte-là. Donc, le nombre de membres que vous voyez là, c'est égal au nombre de rétro-prévisions que j'ai faites pour une date donnée, par exemple, 1er janvier. Et chaque valeur, évidemment, est associée à une année particulière. Et donc, ce qu'on cherche, en fait, ce qu'on a souvent quand on fait cet exercice-là avec nos systèmes, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart du temps, on est en sous-dispersion. Donc, on a un Talagram en forme de U. Okay? Donc, plus souvent qu'autrement, ça veut dire que notre variabilité est trop faible. Donc, trop souvent, tous nos membres tirent trop haut ou tirent trop bas. Donc, on manque un peu de variabilité. Ce qu'on souhaite avoir, c'est l'uniformité théorique qui est ici. Donc, on veut un Talagram le plus plat possible. Okay? Donc, si on est capable d'avoir ça, ça veut dire que nos
lorsqu'on dit qu'il y a 10 % de chances qu'un événement survienne, il y a vraiment 10 % de chances qu'il survienne. Très rarement, vous allez voir de la surdispersion, mais ça, c'est plutôt rare, donc je n'en parlerai pas nécessairement ici. Donc, la solution qu'on a proposée dans ce projet-là, c'était de dire, prenons une année quelconque. Je prends par exemple 1975. Donc, on a la date de prévision, par exemple, 1er janvier, ça pourrait être n'importe quoi. Et ensuite, on a la date de début de fonte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le volume de fonte. Donc, c'est quoi le volume de fonte qui est simulé par le modèle versus le volume de crue, en fait, observé. Et on peut voir qu'avec nos états qu'on avait là, à la date de prévision, probablement qu'on a manqué de neige ou notre météo, il n'y avait pas suffisamment de neige qui était mesurée ou quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir par la suite optimiser l'état initial. Et la valeur qu'on choisit pour optimiser, c'est le stock de neige. Donc, on va intégrer toutes nos sources d'erreur dans une variable qui s'appelle le stock de neige. Okay? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajuster, on va optimiser le stock de neige de telle sorte à ce que l'hydrogramme, lorsqu'on fait la simulation, l'hydrogramme à la fin, ce qui ressort en bout de ligne, que le volume de fonte est parfait. Donc, ça nous dit initialement, à cette date, j'ai sous-estimé, par exemple, mon stock de neige par 50 mm ou 100 mm, quelque chose comme ça. Fait que là, j'en rajoute pour être bon. Puis dans d'autres années, j'en avoir trop, puis j'en enlève pour être bon aussi. Et donc, on répète cet exercice-là pour toutes nos années et on se construit une base de données, on se construit un petit tableau là, qui contient toutes nos valeurs de ce qu'on appelle du delta V, le changement de volume qu'on applique sur notre neige. Et on peut fitter une distribution là, dans la distribution de ces erreurs-là ou de ces corrections, de ces facteurs de correction qu'on a créés. Et puis, ce qu'on fait, c'est que ça nous permet de créer cette distribution-là et ensuite de rééchantillonner dans la distribution pour être capable de simuler cette incertitude-là supplémentaire ou essayer de corriger les erreurs ou la variabilité qu'on n'avait pas nécessairement observée au début. Donc, la solution proposée, évidemment, ça, c'est le même tableau que tantôt que j'ai présenté avec les mêmes intrants météorologiques, climatologiques pour la même date du 1er janvier. La seule différence maintenant, c'est que je vais venir rajouter je vais venir échantillonner dans ma distribution d'incertitudes ou d'erreurs de chacune de mes années. Et je vais faire ça plusieurs fois. Je vais faire par exemple 10 échantillonnages, puis à chaque fois, je vais rouler les 61 membres météo. Donc, ça va me donner par exemple 610 ensemble. Et donc, les apports simulés, je vais avoir 61, le nombre d'années que j'avais, multiplié par le nombre d'échantillons que je fais. Plus j'en fais, plus je vais être précis, puis plus je vais être capable d'échantillonner correctement la distribution. En termes de résultats, ce que ça donne, à gauche, vous avez la météo sans les facteurs de correction. Donc, c'est les diagrammes de Talagrande au 1er janvier pour le système du lac Saint-Jean avec pas de correction. Et à droite, vous avez la météo corrigée, donc avec un changement de delta V qui a été échantillonné. Et vous pouvez voir qu'on passe des tests de Kolmogorov-Smirnov pour voir si notre distribution à droite, notre histogramme, si les points suivent une distribution uniforme. Et puis, on se rend compte qu'à chaque fois, par exemple, si c'est le 1er janvier, ici, on a le 1er mars. Donc, ici, encore une fois, la forme n'est quand même pas trop pire, mais on s'améliore quand même lorsqu'on utilise notre technique. Et plus on approche de la date début de la crue, moins cette erreur-là, elle est comme présente dans les données observées. Et puis, notre méthode corrige un peu de moins en moins. Donc, la méthode, plus on avance dans la saison, moins la méthode un peu de poids. Et c'est ça. Donc, on est capable de quand même le corriger pour chacun des potents. Puis, on peut appliquer la même technique pour avoir les bonnes propriétés statistiques dans nos prévisions, vraiment à chaque potent de notre saison hivernale. Et donc, on peut faire l'exercice le 1er janvier. On peut le refaire le 7 janvier, par exemple, puis refaire des prévisions hydrologiques, puis essayer d'ajuster la gestion de la centrale de cette façon-là. Donc, avec le temps, on peut s'améliorer. J'avais promis que je le ferais en 15 minutes pour être capable d'avoir du temps à poser des questions. Fait que voilà, donc les conclusions. Il existe un problème de sous-dispersion dans les prévisions d'ensemble, en prévision hivernale. Donc, on sait que ça existe, c'est commun. La méthode qu'on avait proposée à l'époque, qui est encore appliquée, qui est encore utilisée, elle est quand même très performante dans ce cas-ci pour corriger la sous-dispersion pour la prévision des volumes de crue. C'est en application depuis 2016 là, sur les bassins versants de Rio Tinto. Et donc, c'est une méthode qui est utile, utilisée. On commence à regarder comment on peut l'intégrer dans d'autres saisons, d'autres processus, mais ça fonctionne bien. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment ça peut peut-être marcher avec des systèmes, avec l'amélioration en fait de nos estimations de la neige en partant. Donc peut-être qu'il y a une manière d'avancer la méthode encore plus avec tout ce qu'on a appris dans les derniers jours. Là. Donc voilà, merci beaucoup.